Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive la discussion. La discussion, ça va être finalement quel projet de e-santé pour le patient marocain. Et donc, j'invite à participer à notre table ronde. Alors, je vais essayer, je ne suis pas sûr, j'espère, vous me pardonnerez à l'avance de ne pas écorcher les noms. Le docteur Cherj Abderrahmane, qui est professeur expert de droit médical du Système national de santé et de l'économie de l'e-santé. J'invite à me rejoindre. Le docteur Zouher Chami, qui est médecin et, bien sûr, chirurgien de la clinique de Fès. Mathieu Beck, qui est directeur de la BU Industrie et services d'IDAT, bien évidemment. Jean-Pierre Boffy, qui est directeur général de Steam France et vice-président leader pour la région Occitanie. Hicham Akgar, pardon, c'est pas la même chose, qui est directeur général d'IT6. Et puis Tariq Hadji, qui est de Sanofi et qui est le responsable des affaires publiques et de l'accès au marché. Merci beaucoup à tous de vous être rendus disponibles. C'est bon, Tariq, vous avez une place? Parfait. Alors, il y a pas mal de choses que j'aimerais bien qu'on puisse discuter. Et puis, l'idée, c'est d'avoir une discussion à bâton rompu. On a à peu près 1 heure. Après tout, on peut déborder un petit peu si on en a besoin. Je suis sûr que ce sera intéressant. Alors, on a vu les aspects réglementaires, éthiques. J'aimerais bien qu'on voit finalement, qu'on commence par les enjeux de la e-santé au Maroc et des objectifs à atteindre. On en parle un petit peu. Mathieu, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Vous, votre analyse que vous en avez faite à l'IDAT, votre première analyse des enjeux pour le Maroc et des objectifs prioritaires. Puis bien sûr, on fera réagir après les Marocains. Donc, bonjour, merci pour cette intervention. Donc effectivement, à l'IDAT, au sein de l'IDAT, on observe, on regarde, on n'est bien évidemment pas des professionnels de la santé. En revanche, on observe tout ce qui est fait d'un point de vue digital, quelles sont les innovations qui peuvent être réalisées. Et ce qu'on voit d'un point de vue du patient, c'est qu'aujourd'hui, les industriels ont pris à bras-le-corps le digital en appliquant le principe d'expérience client. Donc il y a ce principe d'expérience finalement autour du patient qu'il va falloir réellement prendre en considération. Quand on pose la question, est-ce que finalement les patients seraient intéressés pour qu'il y ait plus de digital dans le service, dans le système de santé, la réponse est oui, à 80% pour les Européens, 70% pour les Français, donc un peu plus faible. Mais la réponse est toujours oui. Malheureusement, après, lorsqu'il s'agit de passer dans la mise en œuvre, dans le système français, on se rend compte qu'on a eu quand même quelques écueils, quelques ralentissements, que le cadre juridique a souvent été, et réglementaire a souvent été difficile, et que finalement, pour passer de la théorie du concept à la réalisation, c'est là où on a des écueils. Donc effectivement, à l'IDAT, on n'est pas des experts, on observe. Par contre, on accompagne nos clients à définir cette feuille de route et à réaliser et à faire les meilleurs choix. Et donc effectivement, avant de lancer un certain nombre d'initiatives, donc l'IA, c'est très bien. On parle de hub au niveau des data, de la santé, c'est très bien, mais il y a des basiques. Donc ce matin, on a effectivement évoqué le principe qu'il était nécessaire d'avoir de la connectivité. Ça c'est clair, c'est le premier basique. Le deuxième, c'est ensuite, il faut avoir un certain nombre de briques, de modules qui vont nous permettre de récupérer de la donnée et de la donnée qui serait utilisable. C'est-à-dire avoir de la donnée morte qui n'a aucun intérêt, ce n'est pas l'enjeu. Et donc effectivement, on peut avoir un certain nombre d'initiatives. Le dossier médical partagé, effectivement, je sais que vous allez certainement en parler parce que c'est un enjeu qui est pour le Maroc. C'est un enjeu encore aujourd'hui pour la France, alors même qu'on a débuté soi-disant cette réflexion en 2004. Donc, encore une fois, je pense que pour le Maroc... Mais ça, c'est un outil, ce n'est pas un objectif. Est-ce que finalement, pardon, je suis là pour être le provocateur de service, donc j'y vais. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge et d'améliorer l'efficience ou la productivité de cette prise en charge. Et après, il y a des outils dont vous avez parlé, comme le DMP. On va peut-être voir, Dr Abderrahmane, l'impact économique. On en attend quoi? Vous en attendez quoi, vous, de cette e-santé? Les enjeux pour vous, que devraient-ils être les prioritaires pour le Maroc? Ça devrait être quoi? Merci, Monsieur le Président. Par votre permission, je me permets d'expliquer l'argumentaire de la télémédecine
Il faut juste vérifier que votre micro est allumé dessous. Vous poussez le bouton, ça marche? Par Bravo. rapport aux autorités sanitaires du pays. Premièrement, il faut remonter un petit peu plus loin. En 2015, il y a eu ce qu'on appelle l'adoption, la publication de la loi sur l'exercice de la médecine. Donc, l'exercice de la médecine a été réglementé par la loi 131-13 de 2015. Et dans cette loi, il est fait mention qu'un décret viendrait pour, normalement, expliquer l'enjeu et l'importance de la télémédecine dans notre système de santé. Donc, l'importance ou l'argumentaire qui a été présenté, c'est premièrement de cibler le désenclavement. Très important point. Parce que, et en même temps, lutter... Donc c'est les déserts médicaux essentiellement, c'est ça? Quand Oui. vous parlez de désenclavement, c'est les déserts médicaux. Les zones rurales où il n'y a pas de Les médecin. zones rurales enclavées qui ont été normalement choisies et il y a une convention qui a été signée avec l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca. Donc la phase de la télémédecine au Maroc, elle est dans une phase de test. Donc venu le décret pour normalement argumenter et réglementer cette pratique qui est nouvelle au Maroc. Très important. Donc c'est l'objectif numéro 1 pour vous. Pardon, juste pour être sûr que je comprends. C'est donc de garantir un accès aux soins En soi, pour tous les Marocains, y compris ceux qui sont dans les zones reculées. absolument. Deuxième argumentaire, c'est, vous connaissez et que tout le monde connaît, qu'il y a une pénurie en ressources humaines. Et plus particulièrement les médecins spécialistes. Donc le système souffre d'un manque flagrant en ressources humaines. Donc la télémédecine est venue quand même pour répondre à ce souci majeur et en même temps permettre à un médecin reculé d'avoir quand même ce qu'on appelle une téléconsultation, une téléexpertise et toutes les formes de la télémédecine qui sont décrites par le décret qui a réglementé cette pratique nouvelle pour le Maroc. Donc on peut citer plus particulièrement que la télémédecine a ciblé un certain nombre de programmes sanitaires, par exemple la santé maternelle et infantile, pour diminuer cet indicateur normalement qui était très élevé. Il a ciblé aussi normalement la lutte contre, ce qu'on appelle la tuberculose, donc suivre les abandons des patients qui abandonnent normalement leur traitement, donc on doit les suivre grâce normalement à cette pratique, et en même temps faire ce qu'on appelle des petites esquisses, des petites expériences par-ci par-là au niveau de l'oncologie, au niveau de l'hôpital de référence de l'oncologie qui est l'Institut national d'oncologie, au niveau d'un certain nombre de petits hôpitaux en matière de radiologie, donc l'interprétation de la radiologie, et j'en passe. Et je laisse un petit peu Très intéressant. Donc, si on a bien compris, une problématique d'accès et l'importance de la télémédecine pour répondre à ça, soit pour l'accès, soit la téléexpertise, il manque des spécialistes, soit le télésuivi. Donc ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'aimerais bien voir un petit peu où on en est, parce que vous avez dit que la loi... c'est que normalement... Mais j'allais demander aux chirurgiens, après vous me direz votre point de vue. D'abord, je voulais voir où on en est justement à l'hôpital et dans les cliniques. Est-ce que cette e-santé, cette télémédecine, on la voit commencer à apparaître ou est-ce que pour l'instant c'est une chimère? Non, là-bas. Bonjour tout le monde. Ben, je pense que c'est une pratique qui est de plus en plus courante à plusieurs niveaux. Il est bon de savoir qu'au Maroc, 80% des patients dans le milieu rural vont voir leur pharmacien d'abord avant de venir consulter un médecin qui délivre généralement des médicaments. Et pas mal d'amis pharmaciens prennent la peine d'appeler un ami médecin pour lui dire le patient qui a 7 heures de ton cabinet présente tel et tel symptôme, qu'est-ce que je peux lui donner pour déjà dépanner en attendant qu'il vienne te voir. Premièrement. Deuxièmement, nous avons un arsenal à notre disposition dont on ne disposait pas dans les années précédentes, à savoir toute une iconographie, pas mal de documents auxquels on a accès en ligne directement et qui nous facilitent énormément la vie. En tant que médecin, vous ne pouvez pas connaître toutes les pathologies, etc. Et c'est bon d'avoir en un clic de souris, d'avoir telle et telle information, etc. Troisièmement, c'est de garder le cordon ombilical. Pas mal de gens savent que je suis issu de Montpellier et qu'on est content de pouvoir envoyer des images à nos amis de Montpellier pour avoir le avis.
Même en péropératoire, en cellulochirurgie actuellement, avec une bonne connectivité, ils peuvent voir en temps réel ce que nous voyons sur l'écran quand on a un doute sur tel ou tel aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, si vous voulez, il y a énormément, on l'utilise assez fréquemment dans la vie courante. On s'y est tellement habitué qu'on n'y pense même plus. C'est devenu monnaie courante. Et on se fait énormément... Donc ça, c'est vraiment de la télé-expertise, soit pour trouver des informations organisées et fiables, soit pour demander un avis. Mais est-ce que c'est répandu dans tous les établissements hospitaliers et les cliniques? Ou est-ce que, Zouir, c'est parce que toi, tu as mis ça en place? Ça commence à voir le jour un peu partout. Là. Les gens sont obligés de suivre la vague, de surfer sur la vague. On ne peut pas, comme vous avez dit, il est inconcevable de voir un radiologue qui ne pratique pas d'IRM et de scanner, etc. Donc, ce qui fait que les gens sont souvent... essayer d'être à la page, etc. On essaie de développer par un réseau d'amicales régionales pour essayer d'évoluer dans le bon sens. Dans ça. Mais ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai senti déjà qu'il y avait des garde-fous. Que ce n'était pas le tout innovation, le tout qu'on n'en était pas encore à la boîte magique, où vous mettez le patient, prélèvement de sang, IRM, et on vous sortez votre diagnostic, et vous avez l'ordonnance qui a été imprimée par la machine. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. On a essayé de faire ça en robochirurgie, les robots en chirurgie. Ça donnait un certain confort aux opérateurs, mais ça n'a pas résolu les gros problèmes, en fait. La décision revenait toujours à l'opérateur. Alors, un point, avant d'aborder les autres aspects, il y a quand même un point, parce que on voit bien que ça commence à rentrer dans les mœurs. Alors peut-être, il y a un biais de sélection ici, hein. C'est qu'on a pris ceux qui connaissent le sujet. Alors je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le reflet de la réalité quotidienne. Maintenant, quand on parle de téléexpertise, il faut rémunérer celui qui donne du conseil. En pratique, on a le même problème en France, hein. Il n'y a pas de rémunération pour l'instant. Quand on appelle en téléexpertise pour avoir l'avis du chirurgien, il le donne et c'est œuvre de bonne volonté et c'est pas rémunéré. Bon, apparemment, ça veut dire qu'il n'est pas rémunéré. Donc, d'accord, j'ai compris. Alors, on a vu l'hôpital. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir justement les professionnels de santé en ville. Alors, Tariq Hadji, je crois que Sanofi vient de faire une enquête auprès des professionnels de santé marocains. Que pensent-ils du e-health, de la e-santé, de la télémédecine? Ils y voient une aide, une crainte, une menace? Ça se passe comment? Alors tout d'abord, je me présente avec beaucoup d'humilité, parce que je suis entouré d'éminents professionnels de santé et des spécialistes, et je ne suis ni l'un ni l'autre. Par contre, on ne pouvait pas refuser cette invitation. Étant le leader du secteur pharmaceutique au Maroc, avec une présence de plus de 65 ans, on est aussi perçu comme un leader au niveau du digital. Donc effectivement, on a fait une étude qui nous démontre qu'on est quand même au balbutiement. Au-delà du hype qui peut être créé. Et on peut se dire, parce que le sujet c'est quand même les patients, on peut dire qu'au Maroc, le dépositaire de la santé continue à être le professionnel de santé. Donc on n'est pas dans le consumérisme de la santé comme on peut le voir dans d'autres pays. Alors en termes d'interaction, la visite médicale traditionnelle reste prépondérante, les séminaires, les brochures et ainsi de suite. Le site internet, qui est très généraliste, vient en 9e position avec 65%, le emailing 45%, les applications mobiles 19%, et la visite médicale à distance seulement 3%. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc là, pardon, mais la visite médicale 3%, on est loin de la télémédecine que vous avez identifiée comme priorité, messieurs. Hein. Ça, c'est la réalité. Et c'est là où intervient aussi ce rôle de leader, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette expérience-là, on a entrepris des pilotes, j'y reviendrai un peu plus tard. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aussi, en termes de préférence, on retrouve un peu la même dynamique. Ça, c'est la première partie, c'était les actions qu'ils menaient. En termes de préférence, c'est aussi les représentants médicaux à 85%. Et pourquoi? Parce que c'est important aussi de savoir pourquoi. C'est l'interactivité, au fait, qui est la clé aujourd'hui. Quand on a un représentant médical en face, on peut interagir, alors qu'avec un site web, où il y a plutôt des informations un peu généralistes, on n'a pas cette occasion-là. Donc les canaux digitaux aujourd'hui sont prisés pour deux choses simples, qui sont la facilité, convenience, donc la facilité, et sachant qu'on a le pourcentage de médecins par rapport au nombre d'habitants étant très très faible au Maroc, je pense
3 fois moins que la recommandation internationale de l'OMS. Donc on a des médecins qui sont très très occupés. Sachant, moi j'ai été agréablement surpris. On a dans cette étude appris que les spécialistes marocains, en moyenne, s'informent ou se forment pendant une demi-heure, voire jusqu'à 2 heures par jour. Donc il y a véritablement cette appétence. Les tablettes sont utilisées. Pardonnez-moi, en moyenne, un médecin marocain voit combien de patients par jour? Ah, je n'ai pas ce chiffre-là. On On l'a sûrement au sein de Sanofi, mais je ne... Ça dépend de la spécialité, ça va de 20 à 30 patients par jour. 20 à 30 patients par jour. Donc trouver 2 heures en plus des 20 à 30 patients par jour, il faut le faire. Ce qui montre cette appétence. Donc effectivement, le fait de pouvoir avoir l'outil digital, mais un outil digital interactif, est quelque chose qui sera prépondérant dans le futur, mais ce n'est pas encore le cas. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous cherchez dans le digital, ce qui ressort, c'est la qualité d'information. Et je pense que ça, si on va un peu dans les insights, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont accès qu'au site web. Donc c'est un peu généraliste, alors que c'est des gens quand même avec des compétences assez élevées. Aussi, pas d'interactivité. Et peut-être ce qui va aussi nous intéresser dans le sujet, c'est qu'ils veulent avoir des outils qui leur permettent de partager l'information avec les patients. Donc ils ont besoin d'outils qui à la fois les informent, les forment, qui soient interactifs, mais aussi qui leur permettent... Qui les aident à donner un meilleur service aux patients. Exactement. Très bien. Alors, merci, c'est intéressant. On reviendra tout à l'heure sur la source des informations, parce qu'ils sont très intéressés, mais sans doute l'émetteur de l'information doit avoir une importance sur la crédibilité de l'information, j'imagine volontiers. Alors, Hicham El Akkar, vous êtes... un des pionniers dans la bonne gouvernance et le management efficace des systèmes d'information. Vous, quelle est votre vision justement de cette approche avec ce qu'on a entendu très brièvement? On reviendra sur les expérimentations ailleurs, mais sur le feedback, les attentes des professionnels, l'envie des économistes. Pour vous, les priorités, ça devrait être quoi? Alors, nous, comme cabinet qui accompagne le ministère de la Santé pour la stratégie digitale, on a fait un travail, je dirais, avec une démarche scientifique. Donc, on s'est basé sur une stratégie du ministère, donc, qui a fait la stratégie 2025. Et le troisième pilier, c'est la gouvernance. Donc, ce qu'on est en train de faire en termes de e-santé, en termes de système d'information santé, on le fait par rapport à ce pilier-là, pour améliorer à la fois, je dirais, la transparence dans l'acte médical, améliorer un petit peu la traçabilité des actes médicaux, et aussi s'assurer qu'on inclut l'innovation dans tout le process de la santé. Alors, comme ça a été dit, pour nous, la e-santé, c'est une priorité, et peut-être que ce n'est pas un choix, parce qu'on a un retard important en termes de soins, en termes, je dirais, de qualité de soins, et dans certaines zones enclavées, on n'a pas autre choix que de se reposer sur la technologie. Donc la technologie, pour nous, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière absolue et rapide pour, je dirais, se rattraper le retard qui était mis en place. On voit que ce retard-là, c'est aussi une opportunité. Ça nous permet aussi de bénéficier de nouvelles technologies qui sont mises en place, au niveau aussi de 5G maintenant qui va être mis en place. Donc les priorités pour moi, c'est avoir bien sûr un soin déjà, je dirais, médical qui est classique, ça c'est pour la commission de la santé, mais en parallèle, accélérer la mise en place de tout ce qui est e-santé. Alors, en particulier la télémédecine, qui a déjà démarré au Maroc il y a 2 ans, c'est un axe qui est important. Ça a été lancé avec aussi une bonne gouvernance. On a créé ce qu'on appelle la Société marocaine de télémédecine, qui est mis en place avec les instances de gouvernance, le ministère de la Défense, de la Santé, l'ANRT et autres écosystèmes. Ça nous a permis aussi de créer un décret pour un petit peu dire comment il faut le faire. Donc, il suffit de l'acte et aussi d'avoir l'arsenal juridique pour le faire. Et on a fait des pilotes. Donc, un pilote a été mis en place. Au départ, c'était 6 sites qui ont été déployés au Maroc, dans les enclavés. Après, il y avait un bilan, d'accord, pour évaluer l'expérience. Et le bilan a démontré qu'on peut avoir des conceptions théoriques de choses, mais la mise en place, elle est difficile et délicate. Donc, il y a la technologie, mais par exemple, on a trouvé qu'il y a un problème de langage, de communication. Les zones enclavées, ils ne parlent pas arabe, ils parlent d'autres langues, et le médecin de l'autre côté n'arrive pas à comprendre. Donc, on a pu dégager à travers le système de télémédecine qui a fait l'évaluation qu'il y a des choses à cadrer, qu'il y a des écarts qu'il faut combler, et par conséquent, l'approche, même s'il y a des priorités qui sont là, l'approche, il faut qu'il soit progressif. Tout à l'heure, on a parlé de l'IA. Oui, il faut des protocoles et il faut adapter la solution à la réalité du territoire, à des patients et des professionnels. Et aller doucement, parce que l'IA, par exemple, il faut aller sur des choses maîtrisées. On veut faire actuellement des POC avec tous les partenaires. On est intéressé par Orange, par Huawei. Oui, la preuve du concept. Exactement, c'est important, parce qu'on sait qu'on peut faire, on doit le faire,
mais il faut aller doucement. Il y a une gestion de changement aussi qu'il faut opérer, les médecins, pour les mettre, je dirais, au parfum, je dirais, des... Oui, on voit bien en France, on a vu les réticences culturelles. Exactement. Est-ce que c'est un acte qui, à terme, doit être pris en charge qui doit être remboursé ou pas? Vous savez que la France est un des premiers pays à avoir décidé de rembourser l'acte de télémédecine, de téléconsultation, maintenant de téléexpertise avec un cadre très défini. Est-ce qu'à terme, le Maroc souhaite aller dans cette dimension-là pour le développer? Parce que s'il n'y a pas de financement, il n'y aura pas de développement. On avait parlé de ça dans le cadre des discussions par rapport à ce qui était télémédecine. Et on souhaitait faire ce qu'on appelle le Uber de la télémédecine. Ça veut dire que vous avez une plateforme où le médecin peut se connecter lorsqu'il a le temps et être rémunéré à travers la plateforme sur l'acte, je dirais, de consultation qu'il réalise. Donc c'est côté juridique, du moment qu'on passe par l'hôpital Cheikh Khalifa, qui peut faire appel à des médecins privés, c'est quelque chose qu'on peut envisager, d'accord? Parce que les médecins... Ça veut dire que vous seriez prêt au Maroc à avoir un acteur privé qui développe des plateformes de télémédecine qui puissent être consultées? Oui ou non? On souhaite passer par la SMT, la Société marocaine de télémédecine, qui est mise en place... D'accord, mais à terme, l'idée, c'est d'avoir un esprit d'entreprise. Voilà un beau projet de développement pour l'IDAT. On sera ravis d'y contribuer. Parce que ça, on voit bien qu'il y a une problématique de réponse au manque de... Vous l'avez très bien résumé, au manque de compétences, au manque d'accès. Ça peut être une réponse. C'est une réponse, et je pense que du moment qu'on passe par la société marocaine, pour moi c'était intelligent de la créer, ça permet d'éviter certaines complexités pour passer par l'hôpital public et par le médecin public pour faire l'acte. Donc on pense le faire. La société marocaine de médecine a commencé sur un appel d'offres de tester certains produits, certaines solutions, d'accord, pour gérer au moins les centres de soins où on met, je dirais, les dispositifs de télémédecine, mais ça peut être généralisé pour l'ensemble d'actes. Oui, de désengorger les hôpitaux. Alors, il y a une région, vous me voyez avec mes gros symbaux, Jean-Pierre Boffin, il y a une région qui est assez précurseur, on l'a vu, c'est la région Occitanie. Et puis, dans votre autre métier chez Steam France, vous connaissez bien ce qu'est justement la qualité. Donc, comment ça s'est passé? Un peu un partage d'expérience, puisque l'idée, c'est de voir comment on peut le mettre en place et accélérer le mouvement au Maroc. L'Occitanie. Avant toute chose, expliquer pourquoi je suis là, parce que certains me connaissent et se disent peut-être, voilà, que fait-il là? En fait, lorsque l'IDAT m'a sollicité, le sujet c'était santé, numérique et Maroc. Donc moi, je dirige un groupe depuis 20 ans qui intervient dans le domaine de la santé, tout ce qui a trait à la désinfection, la stérilisation au milieu hospitalier. On a créé il y a plus de 15 ans une filiale informatique avec l'idée que la numérisation, la digitalisation nous permettrait de progresser dans notre métier de base. Et on est implanté au Maroc depuis maintenant plus de 5 ans. Donc quand effectivement Mathieu m'a contacté, c'était plus pour être avoir un regard un peu pragmatique sur ce qu'on a été capable de faire à travers nos expériences, métiers, numériques et pays. Et vous l'avez souligné, il y a beaucoup de choses que l'on a réussi à faire en France avec du temps et des contraintes, qu'on veut pouvoir déployer aujourd'hui au Maroc en faisant profiter nos amis marocains de l'expérience que l'on a vécue, des difficultés qu'on a rencontrées, qu'elles soient techniques, juridiques, législatives. Et je le dis souvent avec humour à mes amis marocains, ne refaites pas les mêmes bêtises que celles qu'on a fait en France. Voilà. Gagnez du temps, vous avez un coup d'avance sur un certain nombre de choses et c'est important. Et simplement, donc, la deuxième casquette qui est la mienne est plus territoriale, puisque je suis vice-président d'un cluster qui s'appelle Leader Occitanie, qui est très proche de la région, et qui, à l'instar de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, est un maillage régional des savoir-faire de nos entreprises occitanes. Et à l'instar de ce qu'on a évoqué ce matin, les déserts médicaux, on a aussi, effectivement, dans les régions, des véritables pépites qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui le font à travers des réseaux comme Leader. Et on a poursuivi l'expérience Leader Occitanie en traversant la Méditerranée et en ouvrant très récemment un Leader Maroc à Casablanca, qui permet aussi de faire un lien entre les deux côtés de la Méditerranée. J'en termine pour la présentation. Simplement donc réexpliquer pourquoi on croit dans le message. Je le disais en fait ce matin, je pense qu'on a des points communs. La santé, c'est commun à tout le monde. On a tous envie d'être en bonne santé et on a tous des problèmes de santé.
Et le numérique est aujourd'hui comme le commun de tout le monde. Que l'on soit usager d'un téléphone ou dans l'IA, comme vous dites, tout un chacun a besoin du numérique. Mais c'est aussi une excellente opportunité de lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un moyen de mettre en commun des savoir-faire, des expériences dans les métiers et hors métier. Et je crois que, vous l'avez à plusieurs reprises dit, on a souvent un peu peur du numérique. Mais nous, dans notre métier, c'est un outil extraordinaire de transmission, que ce soit de compétences, de savoir-faire ou de métiers. Et l'idée de coupler santé et numérique au Maroc, je pense que c'est un exercice qui est extrêmement intéressant. Mais je crois, pardonnez-moi, mais qu'on est tous convaincus. Voilà. C'est juste... Maintenant, c'est comment on fait et par quoi on commence. Très pragmatiquement, dans notre métier, il y a 15 ans, on ne parlait pas d'IA, mais on a développé une solution informatique en se disant l'outil numérique est un plus à notre métier de base. Aujourd'hui, on imagine tout un tas d'applications. Une qui est très très simple, c'est le e-learning. On a une problématique d'accompagnement, de formation des personnels soignants qui utilisent les équipements de stérilisation. La numérisation et le digital est un excellent outil de transmission de la formation et de l'expérience que l'on a acquise, nous, en France, sur notre métier, et de pouvoir la transposer facilement, quel que soit le territoire, voire les difficultés liées aux infrastructures locales. Alors Mathieu, si on revient un peu avec vous, on a dit il y a un besoin qui est clair, net et précis, il n'y a pas de choix, il faut accélérer le mouvement. Ça vous embête pas on va passer le micro à Mathieu, pas le Mathieu à micro parce que ce serait pas bien. Mais en fonction de ce qu'on a dit, il y a urgence, c'est l'accès aux soins, c'est les compétences, c'est le e-learning. Alors vous, en fonction de votre expérience un peu en Europe, vous avez parlé du DMP, on a parlé de l'e-prescription. Comment on pourrait faire bénéficier le Maroc des expériences européennes? Vous préconiseriez quoi comme priorité? Alors, en préconisation, on va rester assez humble, simplement peut-être partir des constats qu'on peut avoir au niveau des expériences françaises et européennes pour potentiellement les appliquer au Maroc. Encore une fois, il y a des spécificités, donc ce serait important aussi que ces spécificités soient prises en considération. Il y a un des points, certainement, c'était effectivement les enjeux législatifs, enfin légaux, qui ont été très compliqués en France. Deuxième point, et ça je pense que c'est un peu le côté français et latin, je disais à midi, mais durant le déjeuner, c'est on veut, je pense, avoir réponse à l'intégralité du problème avant même de lancer le proof of concept, donc la réalisation. Et potentiellement, on cherche à embrasser de manière trop large le besoin, à vouloir régler tous les cas et toutes les spécificités, ce qui fait que ça va complexifier le concept et qu'après, on n'arrivera plus à le mettre en œuvre. Donc, en France, certainement, le troisième point qui a été peut-être un peu oublié, c'était de passer par l'expérimentation. Et cette expérimentation aurait permis également de comprendre qu'il était important de mettre au cœur du dispositif du dossier médical partagé, par exemple, le patient, mais également certainement le pharmacien, qui est celui qui va être au cœur qui va favoriser la création du dossier. Et en fait, le manque d'expérimentation n'a pas permis et a, je pense, a ralenti ce point-là. Et puis le quatrième levier qui a été mis en place certainement trop tard en France, c'était le fait que, évidemment, les patients, vous et moi, quand on a reçu ce courrier pour créer le dossier médical partagé, finalement, quand on le reçoit, le courrier, on n'y voit pas un grand intérêt que de s'inscrire. C'est le principe, hein, on a de la publicité. La publicité ne touche que celui qui est un réel consommateur à très court terme, sinon, finalement, on passe à autre chose. Et donc, le meilleur touchpoint quand on parle en marketing, le touchpoint, c'est lorsqu'on va chez le pharmacien. C'est-à-dire qu'au moment où on a le besoin, finalement, d'avoir ce dossier-là. Et donc, c'est utiliser le pharmacien pour créer le dossier médical partagé. Et donc, comment favoriser ça? Il y a eu des incentives, donc de reverser 1 euro au pharmacien lorsqu'il favorisait la mise en place du dossier médical partagé. Et ça, effectivement,
on l'a vu depuis que ça a été mis en place, il y a une accélération de la tendance et des ouvertures de dossiers. Oui, des ouvertures, pas des utilisations, soyons clairs. Hein. Voilà. Donc c'est ouvert, ils sont ouverts, mais ils ne savent pas grand-chose. Mais encore une fois, non mais on est d'accord que c'est un outil, mais sans outil. Mais l'outil ne nous intéresse pas. Pardon, l'outil n'est qu'un outil, c'est pour une finalité. Là, il y a un besoin de santé. Donc justement. J'entends, mais sans outil, il n'y a pas d'usage. Hein. Non, mais on est d'accord. Mais ce que j'entends de ce que vous dites, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma traduction, vous dites qu'il faut passer par l'expérimentation. On est bien d'accord. Et le Maroc s'y est mis. Ils sont beaucoup plus pragmatiques que les Français. Bravo. Premier point. Deuxième point, il faut utiliser les ressources disponibles. Et vous n'avez pas des pharmaciens. Je suis que d'accord avec ça. On a parlé de ça avec la Banque africaine de développement. Je suis intimement convaincu, pas seulement pour le dossier, mais pour la télémédecine et pour les compétences. Il y a un très bon réseau de pharmaciens. Il faut les aider à se structurer. Donc moi, je ferai un truc vraiment aussi avec les pharmaciens. Et le dernier point que vous avez soulevé qui me semble majeur, c'est une approche territoriale. Là où le bas a blessé en France, c'est qu'on est très jacobin, très centralisateur, et qu'on dit one size fits all, c'est-à-dire on a une approche unique, alors que ça ne correspond pas. Il y a les territoires ruraux, etc. Alors, Hicham, moi j'aimerais bien vous demander justement pour vous, en fonction de ce qu'on vient de dire, expérimentation, territoire, embarquer tout le monde, les ressources disponibles. Pour vous, les facteurs clés de succès pour que ça marche, l'e-santé au Maroc, ce serait quoi? Alors, comme ce projet système, parce qu'après il y a des systèmes d'information, comme ce projet, il faut considérer le patient au milieu. Ça veut dire qui va faire que le patient va aller sur un système e-santé d'abord, d'accord? Donc il faut qu'il y ait une offre qui est adéquate, qu'il y ait un service qui est de qualité, que ça enlève sa contrainte. Donc la première chose, c'est cette partie-là qu'il faut voir. Ensuite, quelles sont les parties prenantes par rapport à ce projet-là? Parce qu'on peut, alors vous avez parlé de pharmacien, mais il n'y a pas que le pharmacien, il y a l'assurance, par exemple, maladie. Si on pense à un système d'information, puis un système e-santé, à ce moment, on doit aller au remboursement et par conséquent, il faut qu'on pense à toutes les parties prenantes. Sauf qu'au Maroc, alors je vais être franc par rapport à ça, on ne sait pas jouer en équipe. Ça veut dire lorsqu'on a des projets qui dépassent un département vertical, on n'arrive pas à faire des projets transverses. Par conséquent, on a pas mal de projets, je ne vais pas les citer, qui ont échoué parce qu'on n'a pas pu faire fédérer toutes les parties prenantes autour d'un objectif. Alors tout le monde est intéressé au départ pour prendre la photo, mais après, personne ne prend le projet de manière très sérieuse. Et par conséquent, il faut être conscient que lorsqu'on veut faire la e-santé, ça va intégrer plusieurs départements, plusieurs instances, aussi le juridique, et par conséquent, il faut avoir une bonne gestion de portefeuille projet pour le faire. Oui, il faut du project management. Alors, project management, il faut aussi un PMO, un bureau de projet, il faut aussi avoir un sponsoring fort, je dirais, de top management, ça doit être le chef du gouvernement ou bien l'agent de développement digital, mais il faut vraiment un vrai sponsoring par rapport à ce projet-là, avec aussi des objectifs clairs et qu'on va suivre dans le délai. Un project management et un sponsorship au plus haut niveau de l'État pour que ça se passe vraiment. Exactement. Mais là, on a l'impression que c'est Sa Majesté qui a souhaité que soit fait ce colloque et qui a donné l'importance sur la e-santé au nouveau ministre de la Santé. Donc la directive, elle semble claire. Après, il faut que ça se passe dans la réalité. Exactement, il faut que ça se passe dans la réalité et aussi qu'on soit aussi réaliste par rapport à l'objectif. Ce n'est pas parce qu'on a la 5G que demain on aura toute la e-santé au Maroc. Donc il faut aussi savoir passer d'une stratégie, d'un plan d'action à la mettre en œuvre en considérant toutes les contraintes par rapport à ce projet. C'est ce que j'appelle la piste d'atterrissage à travailler. Alors, exactement. Ça m'intéresse de voir justement le point de vue des professionnels là, en direct. Je reviens, je dirais d'abord, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tout ce que nous demandons en tant que praticiens du secteur libéral, c'est de pouvoir avoir accès à un dossier médical. Il y a pas mal, on a des habitudes au Maroc que vous n'enlèverez jamais. Le patient qui vient vous voir pour une intervention chirurgicale, il a déjà consulté 4 ou 5 confrères, 3 échographies, 2 scanners. Il attend de voir ce que vous allez lui dire. Est-ce que vous parlez toujours d'intervention ou autre chose? Si on avait une carte vitale sur laquelle étaient reportés tous les examens qu'il a fait, on ne referait pas 3 scanners à ce bonhomme. Ça permettrait de gagner du temps. Mais est-ce que les professionnels sont prêts à rentrer leurs données à chaque consultation? Parce que parfois, il y a une culture de l'oral et pas une culture de l'écrit quand même. Alors là, je reviens vers autre chose. Pas mal de sociétés savantes, dont la Société de chirurgie marocaine, où nous favorisons la télémédecine. Il y a une grosse part de social qui est faite par les différentes sociétés savantes marocaines, les gastro, les cardio, les chirurgiens, les gynécologues, etc., qui sont toujours prêts à donner un coup de main, surtout aux régions défavorisées, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de campagnes qui se font, etc., pour aider ces gens-là. Je pense que si on avait un outil efficace, mais pratique,
qu'il ne faille pas passer 1 heure pour consulter un dossier médical, ce qui est le cas dans souvent des applications qui sont très compliquées. Entre 2 patients, on aimerait bien avoir ce bilan de tel et tel individu. Et dans certaines structures, on essaie d'avoir déjà une numérisation des examens biologiques, anatomopathologiques, compte rendu radiologique au niveau d'une ville, comme ça se passerait au niveau d'un hôpital. Première chose. Alors, revenons à notre ami qui disait que les spécialistes étaient très gourmands d'informations. Nous avons des sociétés savantes, notamment la Société française de chirurgie, la Société marocaine de chirurgie, qui met à notre disposition, ou l'association française, à notre disposition via un abonnement, une banque de données, les articles les plus récents. Ce qui nous Ça, c'est pour répondre aux questions, effectivement, ce qui est déjà une bonne chose. Ce qui est énormément important pour nous aussi. Il y a les revues comme l'encyclopédie médico-chirurgicale, qui est comme une encyclopédie de pointe, etc. Et on a accès à toutes les mises à jour. Entre 2 patients, vous pouvez lire le dernier article sur telle et telle intervention, telle et telle étude qui a été faite. Donc, on est vraiment bien loti actuellement en médecine sur le Donc net. maintenant, il faut étendre l'usage pour tout le monde. Tout à Donc fait. déjà qu'il y ait une banque de données en utilisant les bonnes banques de données disponibles pour l'ensemble des professionnels. Deuxième point, c'est effectivement un DMP, un dossier médical partagé, parce que si on veut déléguer aux autres professionnels, il faut qu'on puisse être au courant. Troisième point, on a vu l'importance de la télémédecine pour désenclaver certains territoires en utilisant les différentes ressources et en mettant très vite les pharmaciens dans la téléphone médecine au Maroc déjà. On a le téléphone médecine. C'est déjà pas mal, ça. Tariq, vous voulez dire un point? Je voulais rebondir sur ce qui a été dit en disant qu'il y a véritablement des prérequis. Tout ce qui est santé digitale peut être un accélérateur, mais il y a quand même à la base une conduite du changement qu'il faut faire. Et il y a un décloisonnement, à mon sens, à faire entre que ce soit les pharmaciens, les médecins, les généralistes, les spécialistes, le secteur privé, le secteur public. Il faut ce décloisonnement-là, et ça, ce n'est pas que de la technologie, c'est un changement de culture. Deuxième prérequis important pour moi, concerne création d'un écosystème. Et là, il y a une véritable expertise en France, et on connaît les liens profonds, historiques et opérationnels entre les 2 pays. Et donc, il peut y avoir cette contribution à la création de cet écosystème. Je vous donne un exemple précis. On organise chaque année un événement au sein de Vivatech, qui est un événement qui se passe à Paris. Organisé sous la présidence du président Macron. Exactement. Et organisé par Maurice Lévy de Publicis. Exactement. Et donc, il y a un événement, dans l'événement qui s'appelle Africa Tech, et on organise des challenges chaque année. Sur l'écosystème santé digital au Maroc, on réussit à avoir 9 startups sur un ensemble au niveau de l'Afrique de 222 startups. Donc on est aujourd'hui, la green tech, la fintech sont très développées, la health tech n'est pas encore suffisamment développée. Donc on essaye de le développer. Donc, cet écosystème-là, c'est le deuxième prérequis. Je pense qu'il y a un troisième prérequis, c'est l'agilité. J'ai été dans une vie antérieure directeur du commerce et de l'industrie au niveau du ministère du Commerce. Et là aussi, les procédures sont parfois lentes. Parfois, on prend, c'est bien, cette initiative, par exemple, de création du SMT, cette impulsion plus haut niveau de l'État, ça permet d'insuffler, ça montre l'exemple. Mais on doit démultiplier. Après, il faut le faire vivre. Exactement. On doit démultiplier, on doit avoir cette agilité. Quand je parle de cette agilité, je parle même de l'agilité au sein même d'entreprises multinationales telles que la nôtre. Même au sein de Sanofi, on est habitué à des choses avec beaucoup de compliance. Le côté administratif chez Sanofi, on connaît aussi. Donc ça aussi, c'est un changement de culture. Et je pense que le dernier prérequis qui est quand même primordial, c'est l'aspect réglementaire. Quand vous avez le CNDP, qui aujourd'hui... Pas d'acronyme, CNDP je pense que c'est le Comité national de données personnelles. Donc, qui aujourd'hui doit se mettre aussi au diapason de cette révolution. Donc il y a ce prérequis-là. Quand vous avez des dispositifs médicaux qui prennent 2 ans, 3 ans pour être enregistrés, pour être autorisé, il faut se mettre au diapason. Donc c'est très bien, on a des pilotes, on a des choses qui avancent, mais il ne faut pas oublier ces prérequis. Au niveau de Sanofi, et juste pour conclure, on a pris on a entrepris une démarche qui est pragmatique. On ne peut pas, comme j'aime bien ce qu'a dit Mathieu, on ne peut pas tout faire d'un coup. Au niveau international, on a 5 piliers, et notamment, par exemple, je vous donne un des piliers, c'est
l'industrie 4.0. On vient d'investir 400 millions de dollars dans une usine de dernière génération qui permet d'améliorer la productivité de 80%, de réduire la consommation d'énergie de 80%. Donc il y a un certain nombre de piliers, mais on a décidé de prendre un pilier au Maroc, qui est l'engagement par rapport aux patients, par rapport à tous les clients, multicanal. Donc on fait du e-detailing. E-detailing, c'est faire cette visite médicale à distance. On l'a fait en pilote. On a des taux de satisfaction qui sont très élevés. Et en plus, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais c'est sûr non, que ça coûte moins cher. C'est pas un gros mot. Ça coûte moins cher. Honnêtement, le principal, c'est un peu le même, c'est un peu la même orientation. Il y a des régions aujourd'hui qui sont enclavées et on peut faire une visite par mois, mais on ne peut pas se permettre de faire une visite par semaine. Donc, ces gens-là sont très satisfaits. On a un niveau de satisfaction très élevé. On a des web séminaires, on a des choses. Donc, nous sommes en train de construire progressivement. On a un plan d'attaque et je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut prendre ce qu'on peut faire, mais surtout penser à ses prérequis. Oui, ça permet de partager l'information, bien évidemment. Alors, vous avez dit, il faut que ça soit, tout le monde parle de patient-centric approach, c'est très bien. Maintenant, moi j'ai une question. D'abord, j'aimerais bien, avec M. Boffy, que vous me disiez un peu quelle a été, dans votre expérience, l'acceptation par les patients. Est-ce que finalement il a fallu une acculturation ou pas? Et puis, j'aimerais demander à nos amis marocains, puisque le but c'est de faire ça pour les patients marocains, ce qu'en pense l'état de préparation de la population marocaine à ce type de projet. D'abord, votre feedback un peu sur les patients français. Ce que je disais, effectivement, on a eu l'occasion d'en parler, c'est que amener un outil nouveau quand il est numérique, il n'est pas toujours aisé de l'adapter à des professionnels qui n'en ont pas l'usage. On l'a vécu en France, ça fait 15 ans qu'on déploie des solutions numériques complémentaires à notre activité. On a eu des oppositions. Introduire un ordinateur dans un milieu non autorisé, non formé, c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui au Maroc, on a la même problématique, et je répète avec un avantage extraordinaire pour le royaume, c'est de ne pas reproduire ou de gagner du temps sur les difficultés que nous, on a rencontrées en France. Donc notre approche aujourd'hui, en matière de numérisation dans notre métier, c'est justement d'utiliser les difficultés qu'on a eues en France pour implémenter ces systèmes-là, et les découper étape par étape, les apporter de manière plus digeste à des opérateurs dont le métier n'est pas de faire d'informatique, et leur faire comprendre en fait que l'outil va leur permettre de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Un exemple, on développe donc une solution qui permet de tracer et de suivre les instruments chirurgicaux tout au long du processus de retraitement et d'asepsie. On crée un lien avec le dossier patient, mais c'est un outil qui permet et à la fois de mieux organiser les services, d'identifier les ressources, que ce soit les infirmières de bloc opératoire, que ce soit en fait les agents de stérilisation, et de les concentrer en fait sur leur métier de base. Et j'en parlais avec le docteur, l'idée force du numérique, c'est quand même de donner du temps et des moyens pour que chacun se concentre sur son métier et sa valeur ajoutée. Et ça, c'est un outil, enfin, la numérisation, la transformation numérique, clairement, c'est une véritable opportunité pour que chacun puisse apporter une valeur ajoutée, se reconcentrer sur la nature même de son activité. Docteur Abderrahmane, quel est votre point de vue sur l'état, la préparation des patients marocains et puis sur le cadre légal pour que ça puisse se développer? Je reviens toujours au cadre légal. C'est très important. Tout ce qui a été dit, plus près, s'il vous plaît, le micro. Tout ce qui a été dit est très important. Il y a une préparation déjà, il y a une volonté, il y a le plan 25, comme a dit mon collègue. Ce qu'il faudrait attendre, c'est quand même, premièrement, 3 sites ont été ciblés, il y a un projet pour cibler 6 sites, jusqu'à 13, jusqu'à 100 et quelques. Donc il y a 160, c'est bien le chiffre. Donc il y a quand même une vision, il y a une stratégie qui est déjà menée pour quand même propager cette télémédecine, propager ce e-santé à travers tout le royaume. Mais je voudrais uniquement revenir sur ce qu'on appelle un aspect juridique qui est très important, c'est l'autorisation. Ça veut dire qu'il y a pas mal de cliniques, pas mal d'établissements de santé qui veulent à tout prix se préparer et pratiquer normalement la télémédecine. Mais les textes sont clairs. Ils n'ont pas le droit. Notre chirurgien, il a parlé que ça existe. Bien sûr que tout le monde sait que ça existe.
entre les collègues, entre les professionnels. Il y a quand même ce qu'on appelle des consultations, il y a des avis qui se montent. Pas de problème. Mais ce qu'il faudrait quand même voir, c'est l'inscrire dans la loi. c'est dans le cas de la loi, il y a une autorisation. Ça, c'est un point important, mais ça, vous avez la capacité de le faire. Hein. Il y a un Conseil national de l'ordre des médecins. Eh bien, il faut le faire. Il y a le Conseil national de l'ordre des médecins qui est toujours là, qui doit quand même réglementer, doit quand même avoir son avis. Oui, mais là, on est sur deux vitesses différentes. Parce que d'un côté, vous venez de dire, il y a, le torchon brûle, on doit y aller, il y a des besoins médicaux majeurs, il faut désenclaver. Et de l'autre, on a d'un côté, tout le monde dit, bah, le roi, d'ailleurs, Sa Majesté dit, il faut y aller vite. Monsieur François, Monsieur le Président, c'est un simple déclic. Il suffit que le comité siège, étudie les dossiers et hop, on y va. Si cette réunion peut faire que vous, tous ensemble, tous pour un, pour tous, ça marche, vous y allez et vous dites, ben maintenant, on veut déclencher ça, il y a peut-être plus de chances que ça, il y a quand même quelque chose qui me frappe. C'est qu'on n'a pas de représentants d'associations de patients. Est-ce que vous avez au Maroc des associations de patients? Et si oui, pourquoi ne sont-elles pas ici? Et ne pourraient-elles pas jouer un rôle pour défendre le droit aux patients? Eh bien, voilà, merci. Alors, on serait ravis d'avoir votre point de vue sur les associations de patients, parce que en France, les associations de patients, on les a mises maintenant au plus haut niveau dans l'organisation, et je peux vous dire qu'elles ont une voix qui porte. Et d'ailleurs, les patients commencent à évaluer sur Internet, à évaluer les centres de santé, les établissements de santé et même les professionnels de santé. Donc, si vous attendez trop, les patients, ils vont y aller de toute manière. Qui veut commenter peut-être juste pour les patients? Je vais répondre en deux mots rapidement. Le secret professionnel existe toujours. Le système de dossier médical, quand c'est une téléconsultation, d'accord, nous ne sommes pas obligés d'avoir l'identité du patient. Monsieur X qui présente tel et tel symptôme. Si on attend ces lois qui vont apparaître une fois que cette nouvelle technologie est obsolète, ça ne sert à rien. Et là, on a tendance à voir que le privé essaie un peu d'aller à vitesse grand V pour essayer de ne pas être paumé par l'évolution internationale, ce qui se passe ailleurs. Des réseaux comme ça, pour passer une loi au Maroc, je ne sais pas s'il s'agissait de passer une loi contre... je ne veux pas faire de la politique, ça prendrait un mois, alors que pour tout ce qui est médecine, ça traîne énormément. Il y a, comme disait notre ami, une nouvelle impulsion, ça va changer. Les enregistrements de tous les produits au niveau du ministère, ça prend un temps énorme. À la limite, il ne faudrait pas que la technique ou le matériau ne soit pas déjà obsolète avant qu'on ait cet enregistrement. Il y a beaucoup à faire. Nous, en tant que privé, on en souffre beaucoup. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions parallèles via les sociétés savantes, les gastro, les cardio, chacun qui se réunit, etc., pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'avancer dans le pays. Donc on a besoin. Oui. Rebondissez vite et après, comme ça, on repasse la parole aux autres. On vous passe un micro. Attendez, les micros là, ils sont là. Vous m'avez mal compris. Il y a la loi. Elle a été publiée. Elle est là. Il faut le décret d'application. Il faut la mettre en œuvre. Décret d'application, ça s'appelle. Le décret, il existe. Il a été publié. Donc, il suffit uniquement que le comité siège pour statuer sur l'autorisation et ça marche. Qui est le président du comité? On va écrire au président du comité. Avec l'IDAT, on va écrire au président du comité. Et ça, si on lance, je vous assure, connaissant bien Jacques, si on lance l'initiative d'essayer de convaincre que le comité doit se réunir pour libérer la mise en œuvre, pour le bien, vous êtes tous d'accord? Vous êtes d'accord, les patients aussi? Bon, oui, j'ai pas entendu. Plus fort, très bien. Eh bien, on va y aller. On va y aller. Il faut le mettre en œuvre. C'est une magnifique initiative. D'abord, Monsieur Boffy. Oui, simplement rebondir sur la notion quand même qui est essentielle, c'est la notion de patient. Et vous le disiez ce matin, les patients sont de moins en moins patients et ils sont de plus en plus exigeants. Et nous, la numérisation de notre métier nous a permis d'améliorer la qualité et la sécurité de nos dispositifs médicaux et donc d'améliorer la sécurité des patients in fine. Donc le numérique, c'est aussi un moyen d'aller dans le sens de plus de sécurité, une meilleure utilisation des ressources. Et ce n'est pas juste le fait de supprimer des postes, bien au contraire. Je pense que c'est un vrai critère qu'on oublie. C'est très pragmatique, hein, ce que je vous dis, c'est du vécu. On a véritablement amélioré la qualité et la sécurité en matière de stérilisation grâce à un système numérique
qui permet de rattacher l'ensemble des Ça données. pour le flux le flux des produits. Le flux des produits et le lien au dossier patient. On a compris sur asepsie. Tariq, un dernier commentaire. Très rapidement, 3 petits points. Aujourd'hui, il y a une pénurie, je dirais pas pénurie, mais il y a un manque en termes de médecins. Oui, c'est clair. Le centre de gravité aujourd'hui n'est pas au niveau du patient, il est plutôt au niveau du médecin. Ça, d'une part. Et répondre aux patients. Ouais, hein. De toute façon, L'intérêt des pharmaciens. Je répète, pharmacien. La réalité aujourd'hui ne sera pas une réalité peut-être dans 2 ou 3 ans, mais en tout cas, c'est la réalité aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que pour avoir pratiqué, c'est réducteur de dire c'est juste une réunion. Je vois beaucoup de bonne volonté, même au niveau du secteur public. Il y a énormément d'engagement. Il y a ce plan 2025. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, il y a aussi des lacunes qui ont été accumulées. Et donc, il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Je vous donne un exemple. Un ramédiste qui arrive dans un hôpital public, il n'y a pas de comptabilité pour pouvoir suivre la dépense. Traçabilité. Donc il y a un système d'information énorme à mettre en place. Donc il y a des prérequis. Troisième chose, et très rapidement, je voulais parler de l'engagement de Sanofi à soutenir cette initiative. C'est une bonne nouvelle. Ça c'est déjà le cas puisqu'on a plusieurs partenariats. On a au moins 5 ou 6 partenariats. Mais je reviendrai plus tard. Mais on a bientôt fini. Hicham, un commentaire, parce que, encore une fois, j'entends bien qu'il y a beaucoup de prérequis, mais c'est un syndrome français. On veut tout régler avant. Moi, je trouve que l'approche américaine du 80-20 est pas mal. On peut ne pas tout régler, et il faut y aller là. Donc il y a un cadre, débloquons avec le comité, travaillons sur les expérimentations, montrons à la population qu'on peut répondre à leurs problématiques en impliquant ceux qui ont envie de le faire, les professionnels, en n'oubliant pas les pharmaciens. Bien sûr qu'il faut structurer le tissu officinal, bien sûr qu'il faut les aider à développer les compétences, mais il faut commencer par un bout. Et je crois que ça c'est intéressant. Et en parallèle, si on s'aperçoit de la valeur concrète, ça donne l'envie de résoudre un par un les problématiques, mais on sait bien que c'est très complexe. Je voulais juste rajouter. Je suis tout à fait d'accord avec l'approche de faire des pilotes, d'avancer, d'expérimenter. Mais il faut aussi ancrer ça dans de véritables stratégies. Parce que oui, il faut l'évaluer. Tout à l'heure, on parle que de télémédecine. Mais savez-vous que, par exemple, au niveau de l'ANAM, qui couvre l'AMO, qui est l'assurance maladie, 3% des adhérents consomment 47%, qui ont des maladies chroniques. Savez-vous que la moitié des diabétiques au Maroc s'ignorent, que ceux qui ne s'ignorent pas, la moitié sont traités, mais que même ceux qui sont traités, 75% ne sont pas équilibrés. Qu'est-ce que le digital peut apporter? Parce que la question du financement est centrale. Donc il faut poser les vraies questions, on en a parlé avoir de vraies stratégies, avec et votre après, groupe cancer. Expérimenter. Tant qu'on n'a pas mis Et il faut donner des médicaments, qui a accès aux médicaments avec une prise en charge. On est bien d'accord. Mais là, on parle de e-santé. Donc, on va essayer de rester là-dessus. Mais il y a plein de... ça n'empêche pas l'autre. Nous avons une CSS qui a un crédit... Pardon, excusez-moi. Nous avons un organisme de sécurité sociale qui a quand même un excédent de dizaines de millions de dirhams, d'accord, de ressources, qui est utilisé à mauvais escient. Pendant qu'on a une CNSS, on a différents systèmes de couverture sociale, il faut essayer de mettre le tout dans un même panier, essayer d'avoir une optique. Et le fait de ne pas bien soigner un diabétique ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas évoluer dans l'autre sens. Non, mon propos, c'était simplement de dire que le digital est un outil formidable. Et qui a sa place au Maroc actuellement. Il n'y a pas qu'une seule dimension, il y a plusieurs dimensions et plusieurs enjeux que le digital peut... C'est un outil au service d'une politique et d'objectifs. Hicham, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'au Maroc, on n'attend pas. Il y a des choses qui se passent actuellement. Donc, il y a la stratégie e-santé qui est en cours d'élaboration. Il y a des projets pour la mise en place d'un système d'information hospitalier au niveau des régions. Il y a aussi un travail, je dirais, de back-office en termes d'infrastructure, de câblage des hôpitaux. On a parlé de ça, parce que là, les hôpitaux ne sont pas encore câblés, ne sont pas encore connectés. Il y a un travail de fond qui se passe actuellement pour préparer le terrain par rapport à ça. La nature n'aime pas le vide, donc je pense on a commencé à faire des choses sur des WhatsApp avec des choses qui sont simples pour échanger des dossiers médicaux. Je dirais que c'est peut-être légal ou pas légal. Oui, c'est pas sécurisé, mais bien sûr. C'est que finalement, on arrive à faire des choses et que je pense avec tout ce qui est le leadership, le sponsoring et aussi les stratégies mises en place, on va y arriver. Je pense que 2020 va être très déterminante parce qu'on a un financement qui est là, qui va supporter tout le projet du ministère de la Santé et on souhaite accélérer et rattraper le retard qui était là depuis des années.
Formidable. Je vous remercie. En tout cas, c'était un beau sujet de discussion et de table ronde. Merci à Edat d'avoir eu l'idée de monter ça. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu. Il y a une nécessité, et la nécessité fait loi. Il faut y aller. Et grâce à toutes vos énergies, sûrement avec l'aide d'Idat, on pourra y arriver. Merci beaucoup, messieurs, pour cette table ronde.